Alors aujourd'hui, on va voir les bases du montage sur Premiere. Donc quand je dis les bases, ça veut dire présenter un peu l'espace de travail, le process pour monter une vidéo en sélectionnant donc les passages qui nous intéressent et les poser sur sa timeline au bon format, avec les raccourcis de base, les effets les plus couramment utilisés, donc tout ce qui va être colorimétrie, stabiliser un clip, accélérer ou ralentir un clip, ajouter un titre, faire des fondus audio ou vidéo, et enfin comment on va exporter tout ça. Donc le but c'est vraiment d'avoir tous les outils pour pouvoir faire les opérations les plus basiques en montage. Donc quand on l'ouvre, ça ressemble à ça. On peut avoir une proposition de différents espaces de travail. Chacun de ces espaces va disposer les fenêtres différemment pour aider au mieux à se concentrer sur certaines parties de la post-production, la colorimétrie, le titrage, le sous-titrage. Mais nous aujourd'hui on va se concentrer donc sur le cœur du logiciel, c'est le montage. En montage, on va avoir 4 espaces. À droite, la fenêtre qui nous affiche le contenu qu'on va visionner sur la timeline. La timeline juste en bas, où on va pouvoir découper son fichier vidéo dans tous les sens. À gauche, en bas, c'est le chutier où on va importer tous nos fichiers vidéo et rush vidéo. Et enfin, on a cette fenêtre en haut à gauche pour visionner les fichiers vidéo qui se trouvent dans le chutier. Pour importer un fichier, il y a 2 façons de faire. Via l'onglet Explorer ici, ou pour les gens un peu plus old school, il y a juste le simple drag and drop. On va où on veut dans son ordi et on dépose les fichiers. Par contre, si vous faites ça, pensez à ranger tous les fichiers dont vous avez besoin dans un seul et même dossier sur votre ordi. Sinon, après, quand vous allez changer ou déplacer votre dossier et que vous allez revenir sur votre projet dans quelques semaines, vous allez avoir tous vos médias hors ligne, il faudra les reconnecter et vous rappeler où est-ce que vous les rangez. Donc en gros, dès que vous démarrez un projet, vous vous dites, je mets dans ce dossier tous les fichiers, les rushs ou les photos que je vais avoir besoin et dès que je vais en rajouter, je les mets dans cet endroit-là. Enfin, si vous amusez à les prendre de différents endroits de votre ordi, c'est le meilleur moyen d'après d'oublier où est-ce qu'ils sont et de les perdre. Bon, en fait, j'ai monté, il y a aussi une troisième façon maintenant pour importer des rushs, c'est bien ici tout simplement en allant en haut à gauche en cliquant sur import. Le principe est le même mais c'est juste l'interface qui change un peu, beaucoup plus facile à comprendre. En gros, on va où on veut récupérer nos rushs. Moi je sais par exemple quels sont dans mon disque dur, je vais dans, allez hop, dans Islande. Si je sélectionne d'emblée le dossier, ça va importer tout le dossier. Et ensuite je choisis le dossier qui m'intéresse. Si je veux plusieurs, je peux faire clic, maintenir Shift et aller jusque là, et boum, j'ai tout sélectionné. Ou sinon, juste quelques rushs, je vais dans le dossier, voilà, je peux visionner et cliquer les fichiers qui m'intéressent. Je peux aussi également choisir d'emblée la séquence que je veux. Ça va importer les rushs que j'ai sélectionnés avec une résolution qui correspond à celle des fichiers d'origine. Et là, comme j'ai oublié de désélectionner tout ce que j'avais sélectionné avant, on peut voir qu'il a apporté tous les clips du dossier Islande et il les a mis bout à bout. Donc là, pour démarrer mon montage, je vais avoir besoin d'une séquence. Pour la créer au début, plusieurs façons. Soit fichier, nouvelle séquence ou le raccourci POM-N. Ici, je nomme la séquence comme je veux, montage par exemple. Et le plus important surtout, je vais dans Réglages pour choisir sa résolution. Celle-ci, la résolution de base, c'est du 1920 par 1080, c'est la résolution HD la plus couramment utilisée. Par contre, quand on veut faire des vidéos au format vertical pour les réseaux sociaux, il va falloir inverser ces chiffres. C'est ici que je vais mettre 1080 et ici que je vais mettre 1920 en 25 images par seconde puisque c'est le standard européen. Donc là, voilà, j'ai ma séquence qui s'appelle montage. Donc on voit que ma séquence, elle s'est créée ici. Là, on a mes rushs. Et donc maintenant, je vais choisir dans le rush le passage qui m'intéresse. Donc admettons, je veux arrêter là. O pour out, et je veux commencer là, in, enfin I pour in. Et maintenant, j'amène ça dans ma timeline, soit en drag droppant. Alors là, il me demande, est-ce que je veux garder les réglages de la séquence, ou est-ce que je veux adapter la séquence aux dimensions du clip. Étant donné que là, je suis en train de faire une vidéo au format vertical, je veux garder ce format vertical. Donc je dis, garder les réglages existants. Bon, bien sûr, du coup, le souci, c'est que on ne voit pas tout son plan et qu'il faut le redimensionner. Parce que là, c'est un rush en 4K. Donc, du coup,
résolution 2 fois supérieure à la HD, donc il faut que je réduise sa taille. Et comme on est en vertical, il faut aussi que je le repositionne. Des fois, il y a besoin de repositionner pour que le point d'intérêt soit là où on veut. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu l'intérêt de certains des boutons les plus couramment utilisés. Je ne vais pas tous les énumérer, mais seulement ceux qui sont, on va dire, les plus importants pour commencer à faire du montage. Donc celui-ci, c'est l'équivalent du bouton classique de sélection. Celui-ci consiste à sélectionner tout ce qui est à droite de la flèche, à tous les niveaux, pour éviter d'avoir à tout sélectionner manuellement. L'outil rasoir, c'est le plus couramment utilisé. Consiste à, là où on met la souris, on peut couper. Après, moi, je préfère utiliser le raccourci Pomme-K pour faire mes coupes. Je trouve que c'est une façon un peu plus précise, mais bon, chacun sa technique. L'outil Split Tool, il est assez pratique dans certains cas. Par exemple, ici, je voudrais que dès le début du clip, la fille soit déjà dehors. Donc plutôt que de sortir mon clip et de repositionner comme ça, l'autre solution, c'est donc cet outil, en appuyant sur Y, le raccourci, et là je déplace, c'est-à-dire que là je lui dis que ce qui est ici, je veux qu'il soit là. Et inversement, si je veux que le clip finisse à cet endroit-là, tiens, je veux que ça soit la fin, donc je la déplace jusqu'à la fin du clip. Voilà un peu la logique et l'intérêt de ce type d'outil. Cette icône en fait permet, donc on a vu, de créer une séquence, mais aussi peut créer des fonds de couleurs par exemple qui peuvent être assez utiles. Ici c'est là où on va créer des dossiers pour pouvoir mieux faire ces rangements. Ce bouton ici nous permet de changer la façon dont on veut voir nos fichiers. Donc là en mode vignette, mais si je clique comme ça, on les voit en mode liste de fichiers. Concernant nos onglets ici, on va avoir l'onglet principal projet, c'est là où on va voir tous nos fichiers que moi j'ai rangé de cette façon, c'est-à-dire qu'en gros j'ai créé un dossier musique dans lequel je mets les différents morceaux musique. Les rushs, c'est là où je mets souvent les rushs Costa Rica, les rushs Cuba, les rushs Islande. Comme ça, je peux les retrouver facilement plutôt que ça soit mélangé. Sound design, c'est tous les effets sonores, voilà, les whoosh, les bruits de caméra ou d'église par exemple. Et ça, c'est les séquences qui ne sont pas les séquences de montage définitives, mais des fois, je crée des séquences dans des séquences, c'est-à-dire des groupes, par exemple Cuba, je l'ai monté dans une séquence. Une sorte de sous-séquence si on veut. Et dedans, quand je double-clique dessus, là, on voit le montage. Des fois, c'est pratique si on veut simplifier un peu sa timeline principale. Et ici, j'ai mis ce dossier où j'ai mis, on va dire, toutes mes séquences de montage définitives. Ici, on a un bouton très pratique justement pour changer la résolution d'affichage. En fait, quand c'est en full, c'est la résolution la plus proche du rendu final. Par contre, le problème, c'est que en fonction de votre ordinateur et la gourmandise des fichiers vidéo, ça peut laguer et ça peut traîner. Donc la solution en général, c'est qu'on se met un demi, voire un quart, ou plus vraiment, si ça galère. Donc ça, c'est vraiment à gérer en fonction de la puissance de votre machine. Celui-ci est assez pratique si on veut justement que la tête de lecture, elle s'arrête pile poil sur les coupes, on active justement le magnétique. Là-dessus, c'est plus sur les paramètres pour tout ce qui va être comment on veut que nos fichiers apparaissent sur la timeline. Donc par exemple, si on veut voir des vignettes vidéo de nos clips, c'est là où il faut cliquer ou décliquer. Pour l'audio, M pour muter une piste, solo pour que on n'écoute que la piste qui est sélectionnée. On peut faire plusieurs solos bien sûr. Si on veut prendre un imprime-écran qu'on veut utiliser pour les thumbnails, il y a même un raccourci, Shift E, paf, et ensuite on choisit où est-ce qu'on veut enregistrer sa capture écran, quel format, PNG ou JPEG, et le nom du fichier, tout simplement. Un truc super cool quand on fait des vidéos verticales, on a même un espace de travail qui est dédié à ça, vertical. Et là, du coup, c'est vraiment pas mal parce qu'on profite vraiment de tout l'espace de travail pour ce type de contenu. Les raccourcis, espace pour play et pause. Si je veux couper un fichier, là par exemple ici, Pomme-K, ça va couper là où il y a la tête de lecture et là où j'ai sélectionné le clip. Si je veux sélectionner tous les clips qui sont à droite de la tête de lecture, genre je vais déplacer tout ça pour mettre quelque chose ici, plutôt que de sélectionner le tout et de scroller à droite pour ensuite déplacer, le plus simple c'est de cliquer ici ou le raccourci A pour déplacer tout ce qui est à droite. Alors si maintenant je ne veux pas déplacer la musique qui est en bas, dans ce cas-là, je verrouille cette piste, comme ça, c'est pas pris en compte et hop, je peux déplacer. Pour rebasculer en mode sélection normale, la touche V. Et là, maintenant, quand je clique, ça ne sélectionne que le clip que je souhaite. Pour faire des fondus, je choisis le début ou la fin du clip sur lequel je veux faire un fondu et je fais Pomme D. Et hop, on a un petit fondu. Plus pour zoomer et ensuite, quand je vois cette icône, je peux changer la durée du fondu. Si je veux le faire pour l'audio, je sélectionne le bout du clip sur lequel je veux faire le fondu audio.
pomme, Shift D, et paf, voilà, j'ai mon fondu que je peux modifier après si je veux, comme je veux. Si je veux changer la hauteur de mes pistes audio-vidéo, je me mets au niveau de la piste et je maintiens Alt et haut, bas avec la roulette de ma souris. Et si je veux le faire pour toutes les pistes, eh bien, je fais Shift, haut, bas avec la souris et là, ça agrandit toutes les pistes ou ça les réduit toutes. Pareil, si je me mets en bas maintenant, ça fait pareil pour l'audio. Si je veux ajouter un titre, j'appuie sur la touche T, je clique là où je veux positionner sur l'image et paf, j'ai un calque titre qui vient de se créer. Donc je peux modifier la durée en trimant comme ça. Le petit carré rouge, c'est là où j'ai créé mon titre. Et je peux taper ce que je veux dessus. Si je veux ensuite le modifier, taille, police, bah, ça se trouve dans l'onglet Effets. Et maintenant, je vais cliquer sur Texte. Et donc j'ai tous les paramètres, la police que je peux changer, l'agencement, la taille. Est-ce que je veux que ça soit en gras, all cap, les couleurs, des contours, un fond par exemple, ou une ombre portée, ça peut être assez pratique justement pour que le titre soit plus ou moins lisible en fonction de là où on le place sur l'image. Si je veux créer un fondu pour mes titres, le raccourci, pomme D. Pareil, si je veux créer un à la fin, pomme D. Voilà. Autre raccourci super pratique, admettons, je supprimais tout le début de ce passage, mais plutôt que de faire tac, et ensuite de prendre tout et de faire comme ça, je mets la tête de lecture à l'endroit où je veux faire la modif et j'appuie sur la touche Q. Le principe de la touche Q, c'est que ça va supprimer tout ce qui est entre ici et là. Quand vous faites ça, il faut savoir qu'en fonction des pistes que vous sélectionnez, la coupe va être différente. Donc les couleurs. Il y a plusieurs façons de faire son étalonnage. Elle est dans Effets et donc de chercher pour l'effet qui s'appelle Lumétrie. On le place dessus. Et donc là, voilà, j'ai accès aux différents réglages, température, exposition, contraste, il y a plein de... Enfin, les réglages de base. Maintenant, ce qui est aussi plus simple, c'est de mettre l'espace de travail couleur. Et donc, ce que ça fait, ça crée automatiquement pour chaque clip. Ici, on voit que là, il n'y en a pas par défaut encore d'effet dans la... enregistré, mais dès que je vais maintenant changer, paf, ça me le crée ici. Donc, je pourrais le changer ici. Mais c'est vrai que c'est visuellement plus intuitif au début, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire ces petits réglages ici, faire l'exposition, changer la saturation, je peux faire toutes mes modifs directement ici. Une autre façon de travailler la couleur sur ces clips, c'est aussi d'ajouter un calque par-dessus ces clips. Donc en cliquant ici, et je mets un calque d'ajustement que j'importe comme ça, je l'ajuste à la dimension de la zone sur laquelle je souhaite travailler. L'intérêt de travailler comme ça, c'est que le réglage que je vais faire sur ce calque va impacter tous les clips qui sont en dessous de lui. Donc c'est pratique pour pouvoir appliquer un seul et même réglage couleur à plusieurs clips. Un autre effet assez pratique, c'est pour stabiliser les rushs. Là, on voit par exemple que bon, la caméra elle bouge un peu trop, et on a cette option dans Effet Stab. On a cet effet qui, une fois appliqué, va nous stabiliser le plan. Ça marche pas forcément à tous les coups, mais quand ça marche, le rendu est très sympa. Pour ralentir ou accélérer un clip, eh bien, il suffit de cliquer sur le clip en question, pomme R, et on choisit donc la vitesse qu'on souhaite. Au-delà des 100%, c'est pour accélérer le plan, donc le raccourcir, et en dessous, c'est pour le ralentir. Donc là, si je tape, par exemple, 400%, tac, il rame un peu parce qu'il a besoin de calculer, et que les rushs sont gourmandes, mais ça va plus vite. Et donc maintenant, si je descends en dessous de 100, donc là, le plan est clairement plus long. Mais par contre, il y a un truc à savoir quand on ralentit des plans en dessous de 100%. Si le plan d'origine a été tourné en 25 images, eh bien, le plan va saccader. Il va y avoir une espèce de petite saute ça va pas du tout être fluide. Et pour savoir à quel nombre d'images par seconde a été tourné le plan, eh bien, il suffit de faire clic droit sur le clip en question, afficher dans le projet. Et là, on va voir ici, à côté du nom du clip, la fréquence d'image. Là, on voit qu'elle est autour de 24. Donc tout ce qui est 24, 25, 23, ça va poser problème quand on va vouloir faire des ralentis. Il y a une parade pour ça. En fait, au moment où justement on ralentit le plan, il faut activer l'option flou optique. Et donc ça va permettre justement on va dire, de recréer artificiellement les images qui manquent pour faire le ralenti. Le souci, c'est que quand on l'active, on ne voit pas tout de suite la différence. C'est vraiment au moment où on va exporter son fichier vidéo que l'effet va marcher. Par contre, si vous souhaitez ralentir un clip qui a été tourné en 50 images par seconde, comme celui-là ici,
Et donc là, il n'y a aucun souci pour le ralentir jusqu'à 50% sans passer par l'option flou optique. Et on voit que le résultat est assez fluide directement. Maintenant qu'on a fini son projet qu'on veut exporter, bon, avant, un dernier pomme S pour sauvegarder, puis ensuite, pomme M pour ouvrir la fenêtre d'export. Là-dessus, on va choisir ici le nom de son fichier, là où on veut l'enregistrer, les presets. Donc on peut avoir plein de presets, comme par exemple celui de YouTube. S'il n'est pas là par défaut, il faut aller juste dans plus de presets. Et là, il y a une panoplie de presets qu'on peut choisir. Bon, pour YouTube ou Vimeo, par exemple, il suffit juste de taper voilà, YouTube. Et là-dessus, on a tous les presets YouTube qui s'affichent. On met une étoile si c'est un preset qu'on veut utiliser fréquemment. Donc YouTube Full HD. Je choisis mon preset. Et une fois que j'ai choisi mon preset, dans les réglages, j'ai plus grand-chose à faire puisque je sais que déjà ma vidéo est au format YouTube. Donc voilà, ici, je peux revoir la vidéo. Je peux changer la zone à exporter. Je peux raccourcir, allonger si besoin. Autre option pratique, on voit que j'ai des bandes en haut et en bas. J'ai pas envie qu'on les ait sur mon export final. Eh bien, j'ai l'option de faire agrandir pour remplir ou remplissage. Et là, du coup, paf, voilà, ça remplit les bandes et je peux mettre exporter. Ou autre option, j'envoie à Media Encoder. C'est un logiciel qui est fait uniquement pour faire les exports. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir continuer de travailler à faire le montage pendant qu'on lance les exports. Et surtout qu'on peut en lancer plusieurs. C'est pratique. Par exemple, avec le même export, je fais pomme D, je duplique. Et là, je lui dis que cette fois-ci, je veux une version pour Vimeo. Voilà. Et du coup, en appuyant sur rendu, il va m'exporter les deux vidéos en même temps. Quand on veut exporter des vidéos format vertical, c'est plus ou moins la même chose. La seule différence, ça va être que la première fois, par défaut, Premiere va proposer donc un export 16/9, donc avec des bandes noires sur les côtés. Donc pour changer ça, il n'y a pas vraiment de preset de base, mais si votre séquence est déjà au format vertical dans Premiere, il suffit juste d'aller dans Vidéo et de faire correspondre à la source. Et là, comme vous voyez, sur les côtés, on n'est plus noir, mais on est plutôt gris. Enfin, en gros, ça veut dire que Premiere sort un format vraiment vertical sans bande sur les côtés. Autre détail important, quand on fait des exports pour les réseaux sociaux, il faut aussi vérifier le débit. Et donc ça se passe ici, dans les réglages vidéo, plus, et on descend. La partie qui va nous intéresser, ça va être cette partie, débit vidéo. Et donc en gros, le principe, c'est que plus le débit est élevé, plus par seconde, il y a plus de data qui passe dans la vidéo, mais donc du coup, plus la vidéo est lourde. Donc là, par exemple, si on est à 20, mais il faut savoir que pour Instagram, ça sert à rien de faire des vidéos avec des débits de plus de 3,5, puisque la limite est fixée à 3,5 mégabits par seconde. Donc là, on va aller descendre jusqu'à, on peut le taper plus simplement si on 3,5. Bon, il arrondit à 4, mais bon, 4 c'est très bien. Et là, on voit, si on vient ici, on voit que le poids a bien baissé. À part ça, la logique reste la même. Soit on exporte directement depuis le logiciel, soit si on veut continuer de travailler, on envoie ça à Media Encoder qui va prendre le relais. Et si on veut retourner sur sa timeline, eh bien, il suffit juste d'appuyer ici sur Edit, et là on revient sur son montage. Donc il y a encore plein de choses qu'on peut détailler, mais là vraiment l'idée, en tout cas de cette première vidéo, c'était au moins que vous ayez les bases, les premiers outils pour avancer sur un premier montage. En fait, ça ne sert à rien au début de vous gaver de tous les paramètres et options possibles sur le logiciel parce qu'on ne peut pas tout retenir d'un coup. Là, l'idée, c'était vraiment de rassembler de la manière la plus condensée possible les outils que vous serez amené à utiliser le plus fréquemment. Et après, par la suite, j'essaierai de vous expliquer plus en détail certains aspects, peut-être la couleur, sur les exports, sur les effets, en fonction de vos retours, de ce qui vous intéresse le plus ou de ce qui vous manque le plus aussi. J'espère que ça vous a plu. Bon montage et à une prochaine. Ciao!